Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Samedi 13 juillet, il est 18h passé à Butler, en Pennsylvanie, quand Donald Trump est victime d'une tentative d'assassinat. Tentative de laquelle il a réchappé, mais lors de laquelle un spectateur a été tué et 2 autres ont été grièvement blessés. Le tireur, un jeune homme de 20 ans, inscrit comme électeur républicain, mais dont les intentions sont toujours floues à l'heure actuelle, a été immédiatement abattu par les forces de l'ordre. Et si dans le monde entier, les chefs d'État et de gouvernement ont unanimement condamné l'attaque contre l'ancien président, sur les réseaux sociaux, surtout aux États-Unis, les réactions furent plus contrastées entre indignation, dérision et théorie complotiste, signe, s'il en fallait un, de la violence du débat et de ce climat politique devenu brûlant dénoncé par le président Joe Biden lors de son rapide discours du 14 juillet. Alors vous avez évidemment tous et toutes vu les images de Donald Trump visé par un tir lors de son meeting, celle où il s'abrite, mais surtout celle où il se relève, point dressé, car ce n'est pas, semble-t-il, une tentative d'assassinat qui peut arrêter Trump. Le candidat sera d'ailleurs ce lundi 15 juillet à Milwaukee, dans le Wisconsin, pour l'ouverture de la convention républicaine au cours de laquelle il sera investi. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cet événement va avoir un impact sur les électeurs ? On parle parfois de cette surprise d'octobre, de cet événement qui survient quelques jours avant l'élection présidentielle et qui fait tout basculer. Est-ce que cette fois, Alain, la surprise d'octobre est une surprise de juillet ? C'est possible. En tout cas, la tentative d'assassinat change la physionomie de l'élection. Vous avez maintenant 2 images qui marquent cette élection et 2 images qui ne sont pas favorables à Joe Biden. La première, c'est celle étonnante de Donald Trump, qui ne panique pas, qui a ce réflexe animal de grand politique instinctif, qui est de parler à la foule et de lancer « nous allons nous battre », et la foule hurle « USA, USA, USA ». Et il demande aux services secrets de lui laisser le temps de parler encore, après qu'il ait été obligé de se cacher. Il vient d'échapper à la mort à quelques centimètres. S'il avait tourné la tête un peu plus sur la gauche, il était mort. Il vient d'échapper à la mort et il a ce réflexe inimaginable. Et puis il y a un photographe de l'agence Associated Press, qui est d'ailleurs un photographe qui a déjà remporté un prix Pulitzer et qui va en remporter un 2e avec cette photo. Et cette photo, vous allez la voir jusqu'au 5 novembre, jour de l'élection, et vous allez la voir à saturation pendant toute la convention républicaine qui s'ouvre cette semaine aujourd'hui à Milwaukee. De l'autre côté, c'est l'image d'un président très digne qui dit exactement ce qu'il fallait dire, qui dénonce la violence, qui téléphone à Trump immédiatement pour prendre de ses nouvelles et qui, depuis le bureau ovale, lance un nouvel appel à la population américaine pour que l'on tempère le ton du débat politique qui est celui, trop souvent, de la guerre civile. Il dit, après tout, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des voisins, nous sommes des salariés, et avant tout, nous sommes tous des Américains. Donc oui, cette image, au moins maintenant, et jusqu'à la fin de la convention, elle va compter. Il y aura un rebond dans les sondages très très fort en faveur de Donald Trump. Et puis après, les choses reprendront leur cours. Mais il faut dire aussi que le candidat républicain, bénéficie du désarroi et de la crise qui règne chez les démocrates. Voilà ce que ça change, ce qui s'est passé. Jean-Marie, il y a quelque chose quand même qui est étonnant, c'est la puissance de ce Trump, Alain vient d'en parler, qui brandit ce point levé par rapport à la faiblesse affichée de Biden, même si les mots ont été justes, ont été pesés, ça fait quand même quelques jours, quelques semaines qu'on le voit dans un État qui n'est pas l'État d'un homme fort à la tête du premier pays du monde. Est-ce que là, le contraste est plus saisissant que jamais ? Oui, c'est même pas une question de contraste d'ailleurs, c'est une question de capacité de Donald Trump à avoir une réaction qui devient aussitôt iconique. Ça devient tout un coup l'icône d'un homme qui incarne au fond ce qu'une partie des Américains aiment voir s'incarner dans un homme politique. Donc c'est ça qui est absolument marquant. Le drame et le paradoxe, c'est que tout cela nous conduit à front renversé, puisque du côté des partisans de Donald Trump, on accuse évidemment Joe Biden et les démocrates d'avoir au fond nourri la rhétorique qui consistait à présenter Trump comme un affreux, comme un apprenti fasciste, comme l'homme d'une tentation autoritaire, et ils disent voilà où cela conduit. Ça conduit évidemment à nourrir l'esprit fatigué d'un jeune Américain qui finalement tire sur
Donald Trump. Alors qu'en fait, c'est vraiment un front renversé parce que Donald Trump se prévaut du bien, il est l'homme du bien contre le mal, il est l'homme qui évidemment résiste. Battez-vous, dit-il. Battez-vous contre qui? Contre l'autre partie de l'Amérique. Et donc, c'est ce front renversé-là qui est absolument à la fois effrayant parce que on pense quand même que Joe Biden, dans toute sa rhétorique précisément, était à bon droit en état de dénoncer les tentations autoritaires de Trump et surtout l'épisode du Capitole, l'épisode du 6 janvier, qui apparemment ne sera jamais jugé, qui était une vraie tentative de coup d'État, et qui là, dans la geste de Trump et de ses partisans, devient au contraire une sorte d'acte de résistance. Donc, l'inversion de ces thématiques dans la campagne politique, je trouve, l'événement le plus important dans la foulée de cette tentative d'attentat. Et donc, comment, pour les démocrates, retrouver le chemin d'une campagne normale? Tous les spots publicitaires qui étaient prévus et tous les argumentaires de la campagne qui étaient prévus sont à l'arrêt. Quand reprendront-ils? On ne sait pas. Est-ce qu'ils pourront reprendre dans les mêmes termes? On ne sait pas non plus. Donc c'est cela qui bouleverse aussi tout le paysage, c'est que la campagne change de nature d'une certaine façon. Et c'est vrai que pour le moment, on ne voit pas ce qui pourrait désormais arrêter la réélection à un mandat de distance de Donald Trump. Jean-Marie parlait de la geste de Trump lors de sa première réaction sur son réseau social Truth. Il a dit « C'est Dieu seul qui a empêché l'impensable ». Alors, je ne suis pas sûr que Trump soit vraiment un grand religieux. Est-ce qu'il faut y voir là un message spontané ou un message à l'adresse de la droite évangélique, Alain, selon vous ? Oh, il n'a pas besoin d'adresser un message à la droite évangélique parce qu'elle lui est entièrement acquise. C'est très important puisque ça représente à peu près 25% du noyau dur de son électorat. Vous verrez aussi que Biden fait aussi dans ses deux interventions au moins une fois une référence à Dieu. Je pense que c'est plutôt très américain. Et pendant le même temps, si vous voulez, ses seconds couteaux, et notamment celui qui pourrait devenir son vice-président, qui s'est distingué particulièrement, c'est le sénateur de l'Ohio, Vance, qui lui a carrément attaqué Joe Biden. Alors, vous allez avoir une réinvention de Donald Trump extraordinaire par lui-même, une sorte de Mahatma Gandhi, un miraculé, un martyr de l'État profond, un héros du parti, alors que, comme le soulignait Jean-Marie, le vrai paradoxe de cette scène, et si vous voulez, ça ne diminue en rien les qualités dont a fait preuve pendant cet attentat, mais le vrai paradoxe de cette scène, c'est qu'elle est exactement la face la plus sombre du Trumpisme. C'est-à-dire que vous avez un jeune homme visiblement dérangé, dont le père a pu acheter une arme de guerre, le fusil AR-15, et qui, on ne sait pas pourquoi, va tirer sur Donald Trump. Là, tout compte, si vous voulez. Le fusil qu'il utilise, l'AR-15, c'est presque le symbole du Parti républicain. Il y a moins d'un an encore, à la Chambre des représentants, un certain nombre de républicains déposent une proposition de loi pour faire du fusil AR-15 l'arme symbole des États-Unis et l'ajouter à l'aigle, si vous voulez. Bon, cette proposition de loi, évidemment, n'a pas franchi l'agenda, elle n'a pas été votée, mais c'est vous dire la situation. En décembre 2023, le Sénat propose d'interdire la vente de cette arme de guerre. Vous savez, l'AR-15, c'est la version réduite, j'allais dire la version domestique du fusil de guerre M16. C'est ça. Et donc, c'est une arme de guerre, c'est pas pour aller à la chasse aux lapins. Eh bien, les démocrates proposent de réglementer de manière drastique la vente des AR-15 et les républicains s'y opposent. Et c'est cette arme qui est quasiment l'emblème du Parti républicain qui a failli tuer le candidat du Parti républicain à l'élection du 5 novembre. C'est là, comme disait Jean-Marie, là est le paradoxe. Là est la face la plus sombre du Trumpisme et curieusement, c'est à cela qu'on a assisté. Alors juste un mot pour revenir sur les évangéliques, parce que c'est absolument, là encore, ils considèrent que c'est un miracle. Ils considèrent que c'est un miracle que Trump ait eu la vie sauve. Donc c'est bien la preuve que Trump a une sorte de caractère sacré et qu'il est investi d'une mission sacrée là aussi pour libérer les Américains. Donc et puis ce corps blessé mais intact, c'est aussi
presque à la limite un symbole religieux. Donc tous ceux qui veulent croire à une sorte de providence qui protège Trump et qui fait qu'il est vraiment l'homme qui mène le combat pour le bien, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Je trouve que ça, on ne peut pas faire l'impasse aussi sur cet aspect-là des choses parce que ça représente quelques solides millions d'électeurs aux États-Unis. Les progrès des églises évangéliques sont très spectaculaires et c'est évidemment en même temps ceux-là qui accompagnent toute la thématique de Trump et du Trumpisme qui jouait complètement la carte de la radicalisation et de la bipolarité, enfin d'un camp contre un autre. Et donc avec un vocabulaire qui n'était pas loin d'un vocabulaire de guerre civile. Donc c'est vraiment c'est ce retournement-là qui est absolument effrayant, je trouve. Au moins pour le moment, si vous voulez, la tentative d'attentat auquel réchappe Trump, de la manière que l'on sait, avec une façon assez géniale d'une certaine manière, cette tentative, elle lui redonne une virginité politico-judiciaire. Elle fait oublier les 6 morts du 6 janvier 2021. Elle gomme la condamnation criminelle dont il vient de faire l'objet pour avoir acheté le silence d'une call girl. Elle gomme sa condamnation au civil pour agression sexuelle. Elle gomme une théorie qui accompagne toute sa carrière de procès et de conflits pour escroquerie commerciale. Et donc c'est un homme condamné par la justice à plusieurs reprises, si vous voulez, condamné par la justice, qui tout d'un coup, du fait de l'attentat, retrouve une manière de virginité politico-judiciaire. Les Américains vont aller voter le 5 novembre sans qu'un seul jugement n'ait été porté sur sa culpabilité dans les événements du 6 janvier. C'est effacé. Au moins momentanément, parce que l'Amérique a souvent la mémoire courte et que octobre, on sera peut-être dans un autre film. Et justement, lors du dernier épisode du Monde devant soi, Alain, vous nous disiez les 8 jours qui arrivent sont déterminants pour la candidature Biden. Il va y avoir des sondages qui vont arriver. On va les regarder de près. On va regarder qui est capable de battre Trump en novembre. Là, les 8 jours qui arrivent vont être très mauvais pour les sondages de Biden. Est-ce que vous pensez que le Parti démocrate va en tirer les conclusions qui s'imposent dans les jours qui viennent ou est-ce qu'ils vont laisser un temps de répit pour que l'opinion se stabilise en dehors de l'événement de Butler ? Je ne sais pas, je vois qu'il y a 2 camps qui s'opposent au sein du Parti démocrate. Et il faudrait pas que ça dure trop longtemps. Il y en a un qui dit Biden, on a vu que c'était le patron, c'est l'homme qui se hausse, qui parle pour tout le monde, pour tous les Américains. Il a fait exactement ce qu'on attendait d'un président face à l'attentat contre un ancien président. Et donc, il faut se ranger derrière lui. C'est pas le moment de rentrer dans les détails, c'est trop tard. Il faut se ranger derrière lui. Il faut faire une sorte de coalition entre nous et ne pas discuter ni disputer son leadership. C'est ce que pense par exemple un homme comme Bernie Sanders qui compte à la gauche du Parti démocrate. De l'autre côté, vous avez des gens qui non. Face au dynamisme, à la radicalité, face au punch invraisemblable de Donald Trump, qui pendant 5 jours va être le héros absolu dans un parti qui est déjà réduit à une sorte de culte de la personnalité, qui n'a pas de programme, enfin qui en a un, mais qui n'a pas vraiment discuté. Face à ça, il faut une tête nouvelle. C'est le moment. On ne peut pas aller à l'élection avec un binôme qui est trop déséquilibré en faveur de Trump. Et donc, c'est le moment, d'une manière ou d'une autre, d'aller vers la candidature de la vice-présidente Kamala Harris. Qui tranchera, je ne sais pas. On en est là. Ça va être des journées de questionnement dans le camp démocrate. Ça va être de toute façon une période de blackout, parce qu'il faut laisser se dérouler la convention républicaine qui va être le triomphe de Trump et ensuite voir comment les choses retombent et voir où en seront les débats au sein des démocrates. Mais pour le moment, les débats s'arrêtent d'une certaine façon. Un mot quand même encore, Alain, sur la convention de Milwaukee. C'est là que le colistier, en tout cas la deuxième partie du ticket de Trump à la présidence va être révélé. On parle de J.D. Vance. Qui est cet homme, J.D. Vance? On l'a beaucoup entendu justement après la tentative d'attentat contre Trump. C'est un homme très intéressant, très radical. C'est un homme qui est né dans la pauvreté blanche la plus absolue, qui a écrit un très beau livre sur ce que c'est qu'être un redneck misérable, dont la famille est démolie par le fentanyl ou les opioïdes, et qui, lui, par chance, va signer un contrat avec les Marines.
Il va faire 5 ans avec les Marines, il va partir en Irak. Et après, grâce à ces 5 années passées chez les Marines, il peut aller à l'université. Il sort brillant étudiant de l'université, je crois de Harvard, pas moins. Il rentre dans le business et très vite, il écrit ensuite ce livre, très beau livre par ailleurs, et très vite il devient un Trumpiste acharné, il joue la carte de Trump, il est plus Trumpiste encore que Trump, et c'est lui hier qui s'est manifesté le premier en disant « mais c'est un coup de l'État profond, c'est à cause de Joe Biden, c'est parce qu'ils disent que Trump a des tendances autoritaires et fascistes, voilà où on en est ». Et lui n'a pas été le dernier pour développer la rhétorique qu'évoquait Jean-Marie, nous contre eux. Les ennemis de l'intérieur, la justice et la police sont vendus aux élites démocrates et il n'a pas été le dernier pour accentuer les divisions au sein de l'opinion publique américaine parce que c'est de ça que vivent les républicains en ce moment. Voilà ce que ça montre, et la Convention montrera une deuxième chose, en dehors du choix du vice-président, et il est très possible que ce soit Vance, c'est que le mouvement MAGA a totalement pris possession du Parti républicain. Oubliez le Parti républicain, c'est le Parti MAGA. Make America Great Again, le slogan de Donald Trump. Juste une précision pour compléter le portrait que vous avez dressé de Vance, l'excellent portrait. Ce n'est pas Harvard mais Yale, l'université qui l'a faite. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup Jean-Marie d'avoir pris le temps de réagir à la tentative d'attentat contre Trump à Butler ce samedi 15 juillet. À très vite pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Christophe. Au revoir Christophe, merci. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.